Donc j'accueille dans un premier temps tout de suite Patrick Miliotis, qui travaille donc à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, qui est aussi partenaire du festival. Donc on le remercie beaucoup pour ce partenariat. Et en fait, au travers de ce partenariat, il permet l'intervention de notre conférencier suivant, qui est Alain Goudet. Et je vais, sans plus tarder, donner à Patrick Miliotis la parole pour qu'il vous dise deux mots à propos de cette super fondation qu'on ne connaît pas assez et qui présentera dans la foulée Alain Goudet. Patrick. Merci Michel. Bon, je suis très heureux de représenter la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, qui cette année encore s'associe avec Festival Biz & Buzz. Nous étions l'année dernière à Mulhouse avec Stéphane Mallard, l'auteur de Disruption. Voilà. Et donc le champ d'action de réflexion de la Fondation, c'est la personne de l'entrepreneur, donc sa santé physique et mentale, donc cœur, corps, cerveau, et toutes les interactions qu'il a avec son entreprise et son territoire par rapport à toutes les grandes mutations, les grandes disruptions en cours. Et on est bien servi en ce moment depuis quelques années, parce vous avez remarqué quand même, on a un monde qui ne fonctionne plus du tout comme avant. Donc les crises sanitaires, les tensions géopolitiques, sociales, l'inflation, les déréglementations climatiques, les nouvelles générations, pas toujours très faciles à gérer, autant les anciennes que les jeunes d'ailleurs, et désormais l'intelligence artificielle, évidemment, qui commence à redéfinir nos repères, et on n'est qu'au tout début. Donc dans ce contexte, qui est vraiment un contexte d'impermanence, c'est-à-dire que tout change en permanence, il n'y a plus de fenêtres dans lesquelles on a des moments un peu calmes. Il ne suffit plus simplement de résister ou de s'adapter, il s'agit simplement de changer de posture. Enfin, simplement, il s'agit d'essayer de changer de posture. Donc, voir le changement non comme une menace, mais comme une opportunité fertile pour innover, inspirer et surtout révéler le potentiel de nos équipes quand vous êtes entrepreneur. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour explorer ensemble une réalité qui est à la fois économique et humaine, évidemment, celle de l'intelligence artificielle qui s'invite de plus en plus dans le processus créatif. Donc longtemps perçue comme un outil d'assistance, l'IA est devenue vraiment une véritable co-autrice. Voilà. Alors qu'avec Alain Goudet, donc je suis très heureux de voir cette fois-ci en chair et en os, directeur associé d'Atomedia, directeur général adjoint et professeur à Neoweb Business School. Alain cumule deux types de fonctions, c'est un entrepreneur et un grand pédagogue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois inspirant et concret, assez fondamental dans ce domaine. Voilà. Et donc, il nous propose de décrypter cette transformation des méthodes créatives, notamment, à travers cette hybridation inédite entre l'homme et la machine, une hybridation qui redéfinit complètement les contours du numérique et ouvre de nouvelles perspectives, avec deux questions essentielles, évidemment. C'est comment l'intégrer sans perdre l'humain de vue, et comment en faire un levier de performance, mais aussi de sens. Voilà, merci pour votre présence et très bonne conférence. Alain. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à tous. J'imagine ça c'est la petite zapette. Bon. Alors, tout a été dit. Donc effectivement, moi j'appartiens à cette catégorie qu'on appelle les slashers, c'est-à-dire des personnes qui exercent plusieurs activités dans leur vie professionnelle. Donc une activité entrepreneuriale principalement sur notamment la création musicale, le déploiement de Radio In-Store d'un côté, et puis de l'autre côté sur la transformation numérique à travers mon activité donc au sein de Neoma. Voilà, si vous voulez me contacter, prenez en photo. De toute façon, j'ai pas d'autres pseudos online que mon prénom et mon nom, donc on me trouve assez facilement si vous voulez échanger sur l'un ou l'autre de ces sujets. Pour entrer dans le vif du sujet, effectivement, quand Biz & Buzz et la Fondation m'ont contacté pour intervenir, c'est vrai qu'on est en fait dans un monde, moi quand j'interviens dans l'univers plutôt académique, où j'explique qu'on doit désapprendre et réapprendre. Et du coup, c'est un sujet qui est éminemment complexe à un niveau individuel, et je considère que le rôle des établissements d'enseignement supérieur, c'est justement d'accompagner ce mouvement-là, parce que en fait, le monde actuel devient assez complexe.
et évolue de plus en plus vite. Et du coup, avoir quelques repères, ça peut être assez pratique. Alors, je ne vais pas détailler, hein, mais au sein de Neoma, on est extrêmement actif sur cette vision systémique en fait, hein, d'accompagnement autour de l'IA générative, puisqu'on a formé nos profs, on forme nos étudiants. Au total, ça fait plus de 10 000 personnes. On accompagne aussi des profs de classe prépa. On accompagne des établissements d'enseignement supérieur partout dans le monde, hein, avec l'ACSB. Et on accompagne aussi les entreprises innovantes de l'écosystème français et européen avec le Design Partnership qu'on a signé donc avec Mistral. Voilà, on pourra en reparler plus tard. Mais je considère que c'est notre job en fait, d'établissement d'enseignement supérieur que d'essayer d'avoir cet effet d'entraînement. Alors, de quoi on parle quand on parle d'IA générative? Alors, il faut bien faire la distinction entre IA et IA générative. Il y a énormément de confusion un peu partout. Ce n'est pas exactement les mêmes sujets. L'IA générative est un type d'intelligence artificielle. Ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Mais là, on va se focaliser sur l'IA générative. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise sur comment ça marche, mais très rapidement. En fait, on prend un très grand ensemble de données, par exemple des livres. Hein, donc, sur ChatGPT 3.5, on était sur à peu près 50 millions de livres. Et on va créer un modèle de données de cet ensemble de livres. D'accord ? Donc un modèle mathématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un modèle mathématique où on va regarder, pour faire simple, la proximité des mots les uns par rapport aux autres. Ça va nous permettre d'avoir donc ce modèle mathématique. On va pouvoir faire du renforcement humain. C'est l'étape numéro 3, où là, du coup, on va avoir des personnes comme vous et moi, où on va interagir avec ce modèle et en fait, on va classer les réponses. Donc avant que ça soit mis à disposition du public, OpenAI, en l'occurrence, avait payé en fait, des personnes pour évaluer la qualité des réponses. Donc l'exemple, hein, c'est que mange le chat ? Et les agents humains ont classé les réponses A comme étant meilleure que B comme étant meilleure que C. Ça permet, ça, en fait, d'installer, on va dire, des espèces de panneaux de signalisation dans le modèle de données et d'éviter qu'un LLM commence à fournir des informations dangereuses, soit pour l'individu, soit pour la société. Et c'est d'ailleurs ce qui a surpris tout le monde hein, quand ça a été mis à disposition du grand public, c'est qu'en fait, le ChatGPT était particulièrement résistant à ne pas devenir homophobe, xénophobe et tous les phobes hein, qu'on peut imaginer. C'est grâce au renforcement humain. Aujourd'hui, quand on utilise ce type d'outils, hein, avec le pouce levé, le pouce baissé, ou tout simplement la suite d'interactions qu'on va avoir avec l'outil, on continue en fait à alimenter hein, ces aspects de renforcement humain. Donc toutes ces 3 premières étapes nous permettent de créer le modèle. De l'autre côté du spectre, on attaque la demande, le prompt, la consigne qu'on fournit au modèle IA. Et là, en fait, il faut essayer d'avoir un prompt et une consigne qui soit la plus claire possible. Alors, on a beaucoup parlé de prompt engineering par un temps. Moi, aujourd'hui, je préfère parler de context engineering. Pour une raison simple, c'est que si vous formulez une consigne ou un prompt naïf, vous aurez un résultat naïf. Même si on améliore la qualité des modèles hein, sur les étapes précédentes, en fait, il faut un peu savoir parler techniquement par rapport à ce que vous voulez créer, que ce soit une image, une musique, une vidéo ou un texte grand public, un article de presse ou un texte scientifique. Et à partir du prompt d'un côté et de l'ensemble de données d'entraînement de l'autre, le modèle va générer statistiquement une réponse. C'est pour ça qu'il y a bien les 2 sujets, qualité des données, qualité du prompt. Ça, c'est juste pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité sur comment ça marche. Ce qui est vrai ici avec du texte et des livres va fonctionner de la même manière sur des images, sur des vidéos, sur de la musique, sur de la voix, sur des applications, des sites internet, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a des modèles d'IA génératifs qui nous permettent de générer énormément de choses très différentes les unes des autres. Si on regarde l'évolution, là ça va aller très très vite pour aborder et qu'on ait assez de temps pour parler un peu de créativité et de création à l'ère de l'IA. Si on regarde l'évolution dans le temps, en fait, quelle que soit la mesure, alors là j'ai pris une des plus médiatiques, mais vous avez des chercheurs qui s'amusent à tester les modèles d'IA générative en les analysant sous l'angle des tests de QI. Alors ça veut strictement rien dire, hein, on pourra s'en reparler plus tard, mais ça montre quand même que les modèles, en fonction des éditeurs, en fonction de leur version, se dispatchent un peu tout le long de la courbe de QI.
Ça permet au marketing des éditeurs IA de dire « Ah bah vous voyez, ça y est, j'ai un modèle qui dépasse les 120 de QI ». Certains, notamment aux États-Unis, prédisent des modèles qui auraient 400 de QI. Ça ne veut mais absolument rien dire, parce que si on s'intéresse au test de QI, c'est un test normé. Et en fait, quand on est dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'on dépasse les 130, 140, le test n'est plus du tout significatif, y compris pour des humains. Et l'autre aspect, c'est qu'il n'y a même pas un consensus des spécialistes de l'intelligence humaine sur est-ce qu'un test de QI mesure réellement l'intelligence humaine. Donc de là à prendre ça pour l'appliquer à l'intelligence entre guillemets des algorithmes, il y a quand même quelques précautions à prendre. Néanmoins, qu'est-ce qu'on constate ? On constate au fil du temps, là j'ai pris un indicateur agrégé, que quels que soient les éditeurs de modèles IA qu'on regarde, en fait, ils progressent. Ils progressent très vite et ils progressent très fort. Là, on est sur un graphe qui agrège pas mal de benchmarks différents, donc c'est un score, Artificial Analysis Intelligence Index. En l'espace de 2 ans, finalement, on est quand même sur des qualités qui ont largement doublé. D'accord ? Chez tous les éditeurs, c'est ce rythme-là. Pourquoi ça double ? Déjà, une des pistes d'explication, c'est qu'en fait, on a doublé la puissance de calcul. Là, c'est la courbe qui vient de s'afficher. Si on regarde aujourd'hui la puissance de calcul disponible pour faire l'entraînement des modèles, puis la restitution de ces modèles-là à tout un chacun, en fait, ça progresse très très fort et ça continue de progresser. On est aujourd'hui sur une vague de mise en place de l'infrastructure IA qui est extrêmement forte. En parallèle, on se rend compte aussi que ça devient une commodité. Alors ça veut dire quoi, l'IA générative devient une commodité ? Ça veut dire en fait que le coût de traitement d'1 million de tokens, alors souvenez-vous là, du modèle mathématique de données, on compte en tokens au lieu de compter en octets, enfin bon, peu importe, c'est le volume de données échangées d'un côté et de l'autre. Le coût de traitement en fait aujourd'hui d'1 million de tokens tend vers 0. Vous voyez, les prix les plus bas, on est à 0,06. Je ne sais même pas dire si c'est en entrée ou en sortie. Et de l'autre côté, si c'est 0,06, c'est en entrée et 0,2 en sortie. 0,2 $, le million de tokens. 1 million de tokens, en gros, c'est 70 pages de texte. Donc vous voyez, un coût de traitement algorithmique d'un gros volume de données, aujourd'hui, ne coûte, pour ainsi dire, plus grand-chose. Donc, tout ça, ça m'amène à dire que, évidemment, c'est un sujet qui va fortement se déployer dans la société, dans les organisations, dans le monde de l'enseignement et un peu partout, en fait, et y compris, je pense, dans le monde de la création. Malgré tout, je reste professeur et je profite de ce moment pour vous alerter quand même sur les limites de ces outils. Il y a 2 grandes limites. La première, c'est la notion de biais. Parce qu'en fait, ces outils sont entraînés sur un ensemble de données qui est fini, et du coup, c'est bien l'éditeur du modèle IA qui va choisir cet ensemble de données. Pour faire simple, si vous interrogez un modèle comme DeepSeek sur le sujet de Taïwan ou de Xi Jinping d'un côté, et puis de l'autre côté, avec la même question, le même prompt, un modèle américain ou français, vous n'aurez pas du tout les mêmes réponses. Dans le cadre de DeepSeek, en fait, il va vous dire que sur Taïwan ou sur Xi Jinping, il ne répondra pas. Donc ça montre bien qu'on inscrit en fait une vision politique du monde à l'intérieur de l'ensemble de données, à l'intérieur de l'outil IA. Le deuxième aspect, qui est un peu plus compliqué encore, c'est en fait la notion de stéréotype. Alors là, j'ai trouvé, et je garde cet exemple parce qu'il est juste génial, l'association Jamais sans elle, qui prône la présence des femmes dans le monde du numérique, avait montré dès 2022, avec l'usage de Midjourney sur des prompts assez simples, Imagine a CEO et Imagine a Secretary, ils l'ont fait en anglais exprès, parce qu'en fait, ça n'est pas genré dans la langue anglaise, là où en français, c'est tout de suite genré. Et vous voyez le résultat, tout comme moi, finalement, patron d'entreprise, CEO, en fait, on est sur un homme, quadra, quinca, costume, cravate, archétype du businessman américain. Et sur la secrétaire, c'est pareil, ça se passe de commentaires. On est aussi sur une jeune dame séduisante, etc. Ça, ce sont des stéréotypes. Ce qui se voit très bien à l'image, qu'on a toujours dans les modèles actuels. Vous avez la même chose dans le domaine du texte, vous avez la même chose dans le domaine de la vidéo, etc. etc. D'accord ? Donc biais et stéréotypes, c'est un vrai sujet. Et puis vous avez aussi le sujet des hallucinations, où en fait le modèle IA peut carrément se tromper, alors, soit de manière flagrante, soit de manière un peu pernicieuse. Donc il faut être extrêmement vigilant.
En termes d'impact, ça a quoi comme impact? Alors vous avez le grand débat, alors beaucoup aux États-Unis, puis il commence à arriver en France et en Europe. J'ai été interviewé pas plus tard qu'hier sur le sujet, sur l'histoire de l'automatisation des emplois. Moi, je vais être très clair, j'y crois pas une seule seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les études qui amènent à cette analyse de l'automatisation des emplois disent un emploi, c'est une somme de tâches à réaliser. Mais si c'était aussi simple que ça, en prenant 2 jobs équivalents dans une entreprise et même dans la même entreprise, en fait, on se rendrait compte qu'on aurait un côté hyper rationnel sur l'activité métier. Il y a bien plus que ça, puisqu'il va y avoir la capacité à faire du lien, la capacité à échanger, à passer les informations, à être à l'écoute des clients. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres choses dans tous les métiers, et c'est un peu compliqué de réduire un métier à une somme de tâches. Et c'est vrai que toutes les études qui analysent l'automatisation par l'IA des métiers, en fait, font cette erreur-là de dire un métier, c'est une somme de tâches. Et comme je peux automatiser ces différentes tâches-là, j'ai 47% de métiers qui risquent d'être automatisés à plus ou moins longue échéance. Donc ça, moi, j'y crois pas trop. En revanche, ce à quoi je crois beaucoup plus, c'est une reconfiguration massive des emplois, des organisations, des processus métiers dans tous les secteurs. Et ça se traduit en fait dans le chiffre du Forum mondial de l'économie, qui explique que, en gros, on aura des jobs qui vont disparaître, 92 millions d'après leur estimation, des jobs qui vont être créés, 170 millions. Et puis vous avez au milieu, alors ils l'ont mis en gris, je pense c'est pour éviter de faire peur, mais vous avez quand même 1 milliard de jobs où on vous dit qu'ils vont continuer d'exister, mais dans un monde qui change beaucoup. En fait, la difficulté de nos sociétés humaines, c'est d'accompagner ce milliard de personnes. C'est pour ça que depuis le départ de ces histoires d'IA générative, moi j'explique que en fait, l'énorme sujet, c'est un sujet de formation et d'accompagnement, que ce soit dans les écoles, les universités, dans le scolaire, dans le supérieur, dans le monde de l'entreprise, etc., etc. 1 milliard de personnes. Enfin, on n'a pas assez d'experts pour accompagner ce volume-là de personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises demandent à la fois des compétences de type analytique, des compétences créatives. Enfin, c'est le mouton à 5 pattes, quoi. Il faut être bon sur tout, partout, tout le temps. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Et c'est d'ailleurs là où les outils d'IA peuvent être intéressants. Et quand on voit d'ailleurs l'évolution des usages, en 2024, les utilisateurs étaient beaucoup sur un usage de type assistance technique, tiens, mon ordinateur ne marche plus, le logiciel ne fait pas ça, etc. Et aujourd'hui, en 2025, on est plutôt passé sur un accompagnement personnel. J'ai une question que je me pose. Et d'ailleurs, les éditeurs IA, OpenAI en tête, s'engouffrent là-dedans pour faire, par exemple, de ChatGPT un conseiller santé, avec tous les problèmes que ça pose en termes d'éthique, de confidentialité des données, etc. Alors je suis convaincu qu'on rentre effectivement dans une période où il va falloir désapprendre et réapprendre. Et là, je vais vous donner un exemple qui me permet d'aller vers l'histoire de la création. En fait, dans la petite histoire que je voulais vous raconter, alors on n'a pas de connexion Internet, donc je ne vais pas pouvoir lancer les vidéos, mais vous pouvez prendre les références. De toute façon, vous tapez par exemple Alain Goudet, Paris 2024, ta flamme olympique, vous aurez la petite vidéo faite en IA, musique IA, etc. Je vous raconte l'histoire. En gros, comme je fais beaucoup de conférences sur le sujet, je cherchais justement un truc qui ne stresse personne, en tout cas dans les publics que j'ai habituellement devant moi, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise. Et du coup, j'ai pris, comme on était en avril 2024, j'ai pris les JO en me disant, tiens, je vais faire un hymne non officiel. Bon. Et ce faisant, je me suis dit, il faut que je crée des paroles, il faut que je crée une musique, il faut que je crée une petite vidéo, et puis que je regarde un peu ce qui se passe. Donc j'ai fait tout ça en 3 heures. D'accord ? Donc 3 heures pour réaliser ça. Concrètement, c'est un sujet qu'on inclut création de la musique, création de la vidéo, mise en production en fait, de tout ça. C'est un sujet dans l'industrie musicale qui prend plutôt 3 semaines avec une équipe de 10 personnes. C'est pour vous donner les points de repère. Donc on passe de 3 semaines à en fait tout simplement 3 heures. Alors je vais essayer de vous faire écouter le résultat. On va partir là-dessus. Hop. De Paris s'allume une flamme, un espoir qui danse dans tous les regards. Le monde entier se retrouve une seule voix.
Sur la scène résonnent les chants de joie. Allons ensemble plus loin, plus haut, portés par nos rêves sous le même. Voilà, vous pourrez écouter la suite plus tard. Donc 3 heures pour réaliser ça, plus la vidéo. Là où j'ai eu, pour ma part, un premier choc, c'est que donc j'ai fait ça la veille de ma conférence, parce que je travaille plutôt en dernière minute. Quand j'ai diffusé ça, donc il y avait 300 personnes, et première réaction, c'était de me dire « Mais monsieur, en fait, c'est vachement mieux que l'hymne officiel. » Et là, je me suis dit « Oups !» Parce que, syndrome de l'imposteur, 3 heures pour bricoler le truc, bon, je trouvais que c'était un peu rapide. Et puis surtout, on était à une époque où on expliquait que l'IA, ou avec les IA, on ne pourra jamais créer des choses, c'est pas de la création, c'est de la copie, etc. Enfin, il y a tout un débat de cet ordre-là. Et puis surtout, là, un des arguments ultimes, c'était de dire « Ah mais non, mais il n'y aura jamais de réaction émotionnelle. » Bon, bah là, moi, 300 personnes, j'ai une réaction émotionnelle, on me dit c'est quand même vachement mieux que le machin officiel. Bon, bah du coup, je continue mon expérimentation, je suis chercheur à la base, donc j'ai tout mis en ligne pour regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, etc. On est donc maintenant 1 an et demi après. 1 an et demi après, c'est plus de 300 000 streams, c'est plus de 5 millions de vues sur TikTok, rien que sur TikTok, pour un truc que j'ai mis 3 heures à faire. Donc évidemment, ça ne me permet pas d'en vivre, parce que ce n'est pas mon activité, puis ce n'est pas mon objectif. Mais mon objectif, c'était de faire la démo de ce que ça génère. Et ce que ça génère, j'ai eu des personnes partout sur la planète qui m'ont contacté en me disant « Ah, mais votre musique est sympa, tiens, je fais une activité dans le lycée sur les JO, le sport, le machin, je peux la reprendre, je peux chanter, faire chanter la chorale, le machin. » Tout ça, j'ai dit oui. On m'a même demandé de traduire la musique et la chanson en persan. Comme si je pouvais évaluer des paroles en persan. Moi, je ne sais pas parler persan, et j'avais même pas d'IA qui me permettait de le faire, donc j'ai dit oui, j'ai pris le risque. Et puis voilà. Mais donc du coup, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que je suis convaincu, par l'expérience que je peux en avoir, qu'effectivement, les IA génératives permettent d'impacter en fait le processus de création. C'est vrai, moi, sur la musique, c'est mon sujet, enfin c'est le sujet que je connais un peu, mais c'est vrai sur l'image, c'est vrai sur la vidéo. Pour autant, il faut effectivement réussir à l'intégrer correctement dans le processus de création. Alors un processus de création, c'est quoi ? Un processus de création, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment itératif. Un processus de création, on a une idée. Là, moi, j'ai eu ce truc qui s'est télescopé parce qu'il y avait les JO, Paris, je connais un peu la musique, je compose. Voilà. Je me suis dit, tiens, on va faire un truc marrant. D'où c'est venu, franchement, j'en sais rien. Si ce n'est qu'on était dans une temporalité qui a fait générer l'idée. Et puis après, généralement, c'est un processus itératif où on va tester, on va prototyper, on va regarder un peu ce qui se passe, on va améliorer. Là, par exemple, la version que je vous ai faite écouter, c'est une version un peu améliorée de la musique, parce que j'ai rajouté des éléments humains par-dessus, et il y a une démarche un peu itérative. Alors, vous voyez, j'ai positionné un petit logo là, AI à tous les endroits du processus de création. Je pense sincèrement que l'IA peut ajouter quelque chose. Pour peu que l'individu le positionne réellement comme étant un outil d'amélioration, de réflexion, moi j'ai coutume de parler de miroir de la pensée, et non pas un truc qui va faire à ma place plus vite et relativement moyennement. Et là, vous rebouclez sur mon histoire de prompt naïf égale résultat naïf. Par contre, si vous êtes bien sur une démarche de création d'un contexte correct, choisir le bon outil, c'est super dur. Aujourd'hui, je vous mets au défi de me sortir le nom du meilleur outil de génération vidéo. Vous savez lequel c'est ? Alors, il y en a 2 qui se battent actuellement. Vous avez VO 3.1 de chez Google, qui est encore en version bêta, donc pas accessible pour tout le monde. Et vous avez Grok 4, alors là, c'est la bombe atomique Elon Musk qui avance à une vitesse hallucinante. Je l'ai testé là en venant. J'ai pris la photo sur la porte d'entrée là, du film, je ne sais pas lequel. Là, il y avait des petits personnages sur la porte d'entrée en vitrophanie. Vous les avez vus ? Le temps de remonter jusqu'à la salle 19, je pourrais vous montrer, j'avais une petite vidéo animée du personnage. J'ai mis 1 minute pour remonter. Okay, c'est pour vous faire prendre conscience un peu de ce que ça génère, de ce vers quoi on va. Donc du coup, effectivement, l'intelligence artificielle générative, quand on s'intéresse au processus de création,
Quand on regarde, alors je fais à grands traits, mais en gros, sur processus de création, vous avez 2 moments clés. La pensée divergente, où là, il faut plutôt générer des idées. On va se baser sur son intuition, ses émotions, sa flexibilité, sa curiosité. Moi, je sais que j'adore naviguer dans plein d'univers différents parce que c'est ce qui drive finalement ma réflexion en termes d'innovation, le côté anticonformiste, etc. Et bien là, l'IA peut aussi aider. Parce qu'en fait, quand vous raisonnez en pensée divergente, vous pouvez demander de générer plein d'idées, mais à une volumétrie bien supérieure à celle dont on a l'habitude de traiter normalement. Parce que vous allez pouvoir générer 50 idées, vous allez pouvoir itérer des dizaines de fois sur quelque chose pour travailler le moindre détail sur cette phase de pensée divergente. Et puis vous allez pouvoir télescoper des choses. Parce que les IA génératives sont extrêmement fortes pour aller prendre un univers, un contexte que vous allez donner, et l'appliquer à un autre univers et un autre contexte. Et là, si vous maîtrisez bien les processus d'idéation, si vous maîtrisez bien ce côté travail un peu métaphorique ou superposition des idées, embriquement des idées, en fait, votre phase de création sur la pensée divergente, vous allez aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. De la même manière, sur la partie pensée convergente, c'est-à-dire cette fois-ci pour restreindre, vous allez aussi pouvoir utiliser ce type d'outils et ce type de modèle pour tester des idées, pour demander à l'IA de critiquer, alors au sens plein et entier, c'est-à-dire critique positive et négative, ce que vous êtes en train de travailler et de traiter. Et ça ne sera peut-être pas parfait, enfin c'est même sûr, ça ne sera pas parfait, parce que l'outil va vous répondre. Mais comme vous allez pouvoir le faire une dizaine de fois, une quinzaine de fois, sur des modèles différents, avec chacun leurs biais, leurs limites, leurs machins, leurs trucs, au bout du bout, en fait, votre pensée convergente va être franchement meilleure. Et par exemple, moi, un article scientifique, là où la plupart de mes collègues envoient classiquement, ils travaillent leur article, et puis hop, ils l'envoient à un comité de relecture, d'autres scientifiques sur la planète, en fait, moi, généralement, avant de l'envoyer, je le fais passer par des outils d'IA pour améliorer mon article. Ça va identifier les raccourcis, les erreurs de raisonnement, parfois les erreurs de chiffres, les choses qui ne sont pas claires, etc., etc. Donc tout ça, en fait, sur chacune de ces étapes, les modèles d'IA peuvent tout à fait aider. Alors évidemment, je me suis amusé. Je ne sais pas faire autrement, travailler en m'amusant. Du coup, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que vous allez me dire, ouais, mais en fait, quand tu fais un prompt, tu obtiens une musique, super, mais finalement, tu n'as rien foutu, c'est pas toi qui l'as créé, tu n'as limite pas écrit les paroles, etc., etc. Ouais, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas la bonne vision de comment ça marche aujourd'hui, ces outils. Alors j'ai fait le test en me disant, tiens, je vais créer un petit truc là pour Biz & Buzz. Alors du coup, j'ai pris une musique qui traînait sur mon ordi. Un vieux truc que j'avais fait il y a longtemps dans un contexte qui n'a rien à voir. J'ai pris un truc bien caractéristique, histoire que... Ok, vous l'avez, donc ça, je l'ai composé. Ok. Et puis, je me suis amusé à faire des paroles là, rapido, sur digital, Biz & Buzz, l'abeille, tu vois, j'ai filé la métaphore jusqu'au bout. Et je vous fais écouter un des exemples que je trouve plutôt pas trop mal, qui va du coup prendre à la fois ce contexte-là, le prompt que j'ai intégré et ma musique qui est humaine au départ. Alors ça donne ça. Sous les dômes d'écrans et d'idées, des milliers d'ailes se sont levées. Elles volent entre les mots, les flux, cueillent du sens dans l'inconnu. Chaque pixel devient pollen, chaque lien un goût de miel ancien. Et dans la ruche, à chaque retour, on partage le fruit du détour. Biz & Buzz, ruche de lumière, nos ailes vivent dans la poussière. On butine l'âme du futur pour en faire un nectar plus pur. Biz & Buzz, ruche de lumière. Etc., etc. Alors j'ai fait exprès d'avoir un style... Merci. J'ai fait exprès d'avoir un style très différent de l'autre, mais je vous dis, regardez ce que j'ai posté sur le sujet. J'explore en fait les modèles pour les pousser dans leur retranchement, voir jusqu'où c'est robuste. Je fais des duos, enfin voilà. Bref, on peut faire énormément de choses en fait. Et la question, c'est vraiment à quel endroit on positionne l'outil et ce que ça implique en fait dans le processus créatif. Mais pour pouvoir faire ça, on revient sur, faut être formé.
C'était pour ça que c'était mon point de départ. Malgré tout, il y a plein de questions. Parce que, évidemment, il y a un énorme sujet autour des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des modèles, en fait, la plupart des éditeurs de ces modèles-là ont des procès de la part des ayants droit, alors qu'on soit dans le domaine de la presse, du texte, des ouvrages, ou dans le domaine de la musique, ou dans le domaine de l'image, tout simplement parce que dans la phase d'entraînement, là, souvenez-vous, la première étape où on rassemble plein de données, puis on entraîne et on crée le modèle mathématique, il semblerait quand même que ces éditeurs ont pioché un peu tout ce qu'il y avait sur Internet. Alors sur Internet, il y a de tout. Il y a des choses libres, et on peut effectivement piocher, puis il y a des choses sous droit d'auteur. Bon, je pense qu'ils n'ont pas fait dans la dentelle. Et effectivement, ils ont tout repris. Alors c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, j'évoquais par exemple Grok 4, qui devient extrêmement puissant sur la génération de vidéos. Le problème, c'est que si vous êtes en train de filmer à la sortie là, de l'UGC Cinécité, vous mettez ça dans le modèle IA, puis vous lui demandez de rajouter Mario sur la scène, ou n'importe quel personnage, évidemment, avec un copyright évident, il va vous le faire, sans aucun problème. Et quand bien même, vous avez certains éditeurs qui disent « Ah mais non, mais Mario, évidemment, on va l'interdire », vous mettez juste « plombier célèbre », ça marche. Okay, donc vous voyez quand même le souci, c'est qu'on voit bien que l'histoire du droit d'auteur, c'est pas très clair. Et là, c'est l'extrait de l'article, notamment dans le domaine de la musique. Vous avez la fédération en fait, des éditeurs de musique qui aujourd'hui explique que tous ces éditeurs de modèles IA ont organisé le plus grand vol de données possible sur la propriété intellectuelle, la création. Alors, moi je suis convaincu. Alors, oui, c'est probable. J'en sais rien, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas regardé l'étude, elle n'est pas accessible publiquement. Mais c'est quand même très probable, parce qu'on prend n'importe quel modèle, on arrive à ressortir assez facilement. Prenez Midjourney, vous demandez un film de super-héros, vous atterrissez quand même très très vite sur l'univers de Marvel. Donc on voit bien quand même qu'il y a eu probablement des choses de cet ordre-là. Malgré tout, je suis convaincu que ça ne va pas être un frein. Ça me rappelle, moi, beaucoup la période où, avec le développement du MP3, du streaming, on disait oui mais non, Universal, il va falloir valider les droits numériques auprès de machin, puis l'autre acteur c'était un autre voilà. Bon, au final il a fallu 2-3 ans pour que tout ça soit réglé et que au final la technologie se déploie. Je pense qu'on aura à peu près la même chose au niveau des technologies IA, mais en tout cas c'est un vrai sujet. Et puis c'est un vrai sujet en aval, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé avec ce type d'outils, là où ça devient intéressant, c'est ce que vous pouvez revendiquer être propriétaire. Alors là, je vous renvoie vers un truc que vous n'avez certainement pas fait, c'est-à-dire lire les conditions générales d'utilisation. Ça, on ne le fait pas normalement. Il n'y a qu'un chercheur qui va aller faire ce genre de truc. Bon, je vous ai mis l'extrait du OpenAI Services Agreement, alors c'est en anglais dans le texte, mais j'attire votre attention sur le 4.4, Similarity of Output, c'est-à-dire en gros les générations de sorties similaires. Et en gros, là, pour faire très simple, OpenAI vous dit, en gros, nous, ce qu'on va vous générer, à aucun moment, on est en capacité de vous garantir son unicité. C'est-à-dire que peut-être qu'un autre utilisateur quelque part sur la planète, et quand vous avez 800 millions d'utilisateurs, la probabilité, elle augmente, peut-être que cet autre utilisateur va avoir effectivement un résultat assez proche de celui que vous avez. Et du coup, OpenAI vous explique dans la suite que si ça se produit, ce n'est pas leur problème. Alors évidemment, imaginez ce qui se passe. Vous utilisez ce type d'outil pour trouver un nom d'entreprise, pour faire un logo, pour avoir votre baseline, pour générer votre com sur les réseaux, enfin voilà, peu importe. Et puis, quelque part ailleurs, quelqu'un d'autre qui obtient à peu près le même type de résultat. Et puis, pas de bol, vous êtes sur le même type d'activité, puis votre activité réussit, vous mondialisez, puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que le petit camarade d'à côté, autre utilisateur de ces outils, a exactement, ou en tout cas un logo similaire, un nom similaire, une activité similaire. Est-ce que vous pourrez faire quelque chose? Clairement, la réponse est non. Vous ne pourrez pas. Et c'est d'ailleurs ça qui guide
le bureau fédéral du copyright américain. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'instance qui explique ce qu'on peut mettre sous copyright et qui est très regardée et écoutée quand on s'intéresse à ces notions de propriété intellectuelle. Là-dessus, ils sont très très clairs. L'usage de l'IA ne va pas créer de droit d'auteur dans les 3 cas que j'ai indiqués. 1, contenu généré entièrement par l'IA. Pas d'intervention humaine, ils estiment qu'il n'y a pas d'intervention humaine sur les choix dans l'œuvre, et l'œuvre est considérée comme non protégeable. Donc ça, c'est presque, vous prenez un bout de texte, vous copiez-collez, vous faites rien, vous cliquez, bam, vous avez l'IA qui sort quelque chose. Alors il y a eu des éléments de défense qui ont été de dire, ah bah ouais, mais le prompt, en fait, moi j'ai façonné mon prompt pour qu'il soit comme ci, comme ça. Et effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus votre prompt va être précis et calibré, meilleur sera le résultat. Mais là-dessus, le bureau fédéral du copyright américain vous dit, bah ouais, mais même un prompt long, sur lequel vous avez passé des heures à le façonner, à l'itérer, ça ne suffira pas pour protéger la création. D'accord ? Pour une raison simple, c'est l'histoire de génération de sorties similaires. Si ça se trouve, un prompt très différent et peut-être plus court, vous obtiendrez le même résultat. On est sur de la probabilité, des statistiques, un modèle complexe parce qu'il y a beaucoup de données, mais c'est bien ça le fondement. Le troisième point, autre argument des gens qui utilisent beaucoup ces outils-là, c'est de dire « Ouais, mais en fait, attends, moi j'ai itéré 100 fois sur mon truc, j'ai choisi l'image, la vidéo, la musique qui était parfaite. J'en ai eu 100, j'en ai choisi une. Ça, c'est une intervention humaine. Et bien là, pareil, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas revendiquer un droit d'auteur sur cette simple action. Okay ? Alors, il y a malgré tout pas mal de contextes où vous pourrez le faire. En fait, l'usage des IA génératives va être compatible avec la protection intellectuelle sur ces 4 volets. À partir du moment où vous positionnez l'IA générative comme étant un outil d'assistance, c'est-à-dire que vous allez en fait retoucher un certain nombre d'éléments, que vous allez peut-être corriger le son, que vous allez revoir les balances graves-aigus si vous êtes dans la musique, que vous allez faire ce genre de choses, ou que vous allez insérer une création humaine au départ pour permettre au modèle de travailler. Mon Biz and Buzz, là, mauvaise nouvelle pour toi, je peux déposer les droits d'auteur. Je peux la protéger. Ben ouais, j'ai une création humaine au départ, j'ai fait travailler le modèle, accessoirement, j'ai travaillé mon prompt, j'ai choisi, etc. Mais comme il y a une création humaine au départ, je peux la protéger. Okay ? C'est notamment le deuxième point, donc œuvre mixte IA plus humain. En fait, l'auteur va pouvoir conserver les droits sur les éléments perceptiblement humains ou sur l'arrangement créatif des contenus. Là aussi, si vous êtes sur de la multimodalité, autrement dit, vous êtes en capacité de dessiner un truc, générer un prompt à partir de votre dessin, y insérer de la musique et demander à l'IA de générer un truc, bah là, vous pourrez aussi protéger en fait, votre création. Sur de l'entrée expressive, donc si l'auteur fournit une œuvre originale comme entrée, que ce soit un dessin, un texte, une musique, pas de problème. Alors ça, vous voyez qu'il y a quand même une prime à ceux qui ont déjà un peu travaillé le sujet de la création de contenu. Moi, j'ai écrit des centaines de pages, entre ma thèse, les articles, les machins, enfin voilà, j'ai des centaines de pages écrites version Alain Goudet. Bah, vous vous doutez bien que, évidemment, j'ai pris tout ça, je me suis débrouillé pour entraîner, avec les guillemets qui vont bien, une IA pour écrire automatiquement à la manière d'Alain Goudet. Bah, ça, c'est protégeable, pas de problème. Mais je peux le faire et c'est assez efficace parce qu'en fait, au départ, j'ai déjà des centaines, voire des milliers de pages déjà écrites. C'est pareil quand vous êtes artiste, peintre, photographe, dans le domaine de l'image, de la vidéo, de la musique, tout ça, c'est valable. Il y a plein de choses à faire et ça reste bien protégeable. Par contre, il faut effectivement le faire dans le bon sens. Et le dernier cas où c'est protégeable, c'est quand vous prenez la sortie d'une IA et que vous allez rajouter en fait des éléments substantiels, comme ils disent, donc édition, réécriture, ajout en fait de sonorité, voilà. Bon, bah, typiquement dans la version que j'ai qualifiée d'améliorer, que je vous ai fait écouter, de Paris 2024, Ta flamme olympique. Alors accessoirement, je l'ai appelé Ta flamme revient, parce que voilà, après il fallait changer, j'ai changé pas mal de trucs. Bah, je suis dans ce cas-là, et j'ai rajouté des éléments humains, et je peux le prouver, donc je peux poser un copyright. Okay, c'est un peu technique, mais ça me semblait quand même intéressant qu'on ait cet échange-là. Et voilà, j'en ai fini pour ma prise de parole. Je suis évidemment à l'écoute de toutes vos questions.
Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux, mais surtout, un conseil. Désormais, vous êtes dans un monde où vous ne pouvez plus faire confiance à l'image, vous ne pouvez plus faire confiance à l'audio, à la voix. Parce qu'évidemment, je n'ai jamais rencontré Steve Jobs. Cette image, je l'ai générée il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, si je refais avec le même prompt, c'est une qualité photographique. D'accord ? En fait, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, les notions de deepfake, d'usurpation d'identité, c'est un énorme sujet. Donc mon conseil, en conclusion, c'est ne croyez plus ce que vous voyez. Malheureusement, on a quitté ce monde-là et cet environnement-là. Merci. Merci Alain. Alors, est-ce que ça vous inspire un certain nombre de questions dans la salle ? Hop, première question. Bonjour, déjà merci pour tout ça, parce que moi en tant que graphiste, c'est une question sur les droits d'auteur qui revient très très souvent. Je l'ai tout le temps. Hein. Voilà, j'ai juste une toute petite question et une un tout petit peu plus longue. La toute petite question, c'est est-ce que la musique vous l'avez fait avec Suno ? Sinon avec quoi d'autre ? Facile. Donc Suno, oui. Version 5, notamment pour la dernière là, que je vous ai fait écouter sur Biz and Buzz, puisque ça bouge beaucoup aussi, en fait. Donc la version 5 ne fait pas les mêmes choses que les versions précédentes. Mais vous avez d'autres modèles, notamment Audio, qui existent, mais j'aime moins les sonorités de sortie. Et vous avez aussi Agent Music, qui fait des trucs intéressants. Et une autre toute petite question, si je veux retrouver les sources pour pouvoir justifier le droit d'auteur tel que vous les avez montré, où est-ce que je peux chercher ça pour les envoyer ces sources de légalisation à quelqu'un ? Je pourrais vous l'envoyer. En fait, ils ont sorti un rapport alors qui fait 150 ou 200 pages en anglais, mais j'ai prévu de toute façon d'en faire un article sur mon blog aussi, parce que c'est un vrai sujet. Enfin, la question, elle revient tout le temps, et j'ai essayé de simplifier au maximum pour bien comprendre en fait les moments où on peut protéger et les moments où on ne peut pas. Donc, vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai. Oui, à force d'utiliser l'IA, moi, je me suis aperçu que chaque fois qu'on pose une question, on a toujours une réponse. On a l'impression que l'IA a une espèce d'obligation de résultat. Alors, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'on ait tellement de fake news maintenant en termes de réponse ? Alors, c'est un vrai sujet que tu pointes. En fait, le déploiement des outils d'intelligence artificielle fait que, surtout, on a une abondance de contenu. J'ose même pas dire d'informations, mais on a une abondance de contenu. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui se produit ? Quand vous regardez dans le monde de l'entreprise, les services RH aujourd'hui croulent sous des candidatures que les personnes ont personnalisées pour l'entreprise, pour le poste, à grand renfort d'usage d'IA, mais où au final le profil intrinsèque de la personne ne correspond pas au poste en question. Et ça, on est sur des ratios d'augmentation qui sont de l'ordre de 50, 60, 80%. Dans certaines entreprises, ça a doublé le volume en fait, de candidatures. Évidemment, ça génère un engorgement. De la même manière, dans le domaine juridique, cette fois-ci, au niveau des tribunaux, comme l'IA, en plus, quand elle est mal utilisée, elle est un peu verbeuse, ça a tendance à rallonger la sauce pour finalement annoncer une idée qui y aurait tenu en 2 lignes, quoi. Bon, bah, ça aussi, ça se corrige, mais ça doit se corriger dans le prompt. Et du coup, ils ont constaté qu'en fait, les conclusions juridiques sont de plus en plus longues. Donc, en fait, il y a un accroissement de choses à lire pour les magistrats, etc., qui fait que le temps de traitement est plus long. Donc, c'est voilà, un bout de la réponse. Après, est-ce que c'est une injonction à la performance ? J'ai envie de dire, l'injonction à la performance, c'est le business du numérique depuis le départ, hein, où on nous explique que les ordinateurs vont faire gagner du temps. Bon, si c'était vrai, ça se saurait. Ouais, je suis un peu taquin des fois. Non, mais ça fait, voilà, ça dépend aussi pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise. Mais en tout cas, on peut avoir assez rapidement une réponse, on va dire dans la moyenne, et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Si on veut une réponse plus précise, j'insiste, hein, il faut vraiment alimenter le contexte et la qualité de l'interrogation du modèle IA. J'avais une question sur ce que vous avez dit au début par rapport à la remplaçabilité des métiers. Aujourd'hui, c'est déjà une réalité en fait que l'IA remplace déjà des métiers et des personnes. Pourtant, vous avez dit que vous n'y croyez pas au futur. C'est déjà une réalité dans plein de métiers. Encore plus aux US, mais ça vient aussi chez nous. Et c'est aussi le futur. Un dirigeant ne va pas faire la différence entre oui, je vais garder de l'humain et ou gagner du chiffre derrière. Si on peut l'automatiser, on l'automatise. Alors, oui et non, j'ai fait exprès pour lancer le débat.
quand on regarde en fait ce qui se passe, aujourd'hui, il y a 2 types de populations qui se font remplacer par l'IA. Le terme est horrible, hein, mais c'est comme ça qu'on peut l'exprimer. D'une part, en fait, c'est les freelances, où en fait, vous regardez les chiffres, notamment aux États-Unis. Hein, en fait, depuis la sortie d'OpenAI, ChatGPT, il y a un effondrement des missions en nombre et en durée. Et l'autre population à risque, ce sont plutôt les jeunes générations, les juniors. Parce que, en fait, et là je vous rejoins, un mauvais dirigeant, et je fais exprès de le dire comme ça, va se dire, bon alors finalement, je regarde le coût d'une personne, bon, salaire chargé, peut-être quoi, 30 000, 35 000, 40 000 à peu près en France. Le coût d'une IA, allez, quand bien même on prend le modèle pro à 200 euros, enfin $200 par mois, on va être à tout mouiller 2500 euros. Bon, bah, 40 000 d'un côté, 2500 de l'autre. Résultat décisionnel de court terme, je prends une IA. Vous en avez plein qui le font. Hein. C'est une erreur colossale. Pourquoi ? Rien ne prouve que les tarifs vont rester à ce niveau-là. Et aujourd'hui, moi, je considère que les éditeurs de modèles IA ont à peu près une approche marché qui est de l'ordre des personnes qu'on retrouve dans la rue à vendre des produits illicites. C'est-à-dire, tiens, je te l'offre, c'est pas cher. Prends-le. Ah, tu testes, tu verras. Ah, c'est ça hein, qu'ils font. Sauf que quand on regarde dans l'histoire de l'informatique, bah, les coûts des éditeurs, ils n'ont jamais baissé. Ils n'ont fait que grimper. Donc vous verrez qu'il y aura un moment où les éditeurs, parce qu'actuellement ça n'est pas rentable pour eux, pour financer leur infrastructure technique, ils vont dire bah, j'augmente en fait les abonnements. Et là du coup le choix financier de court terme, il sera probablement rééquilibré. Premier élément. Deuxième élément de dangerosité, c'est que d'externaliser en fait sur un algorithme, quel qu'il soit, et peu importe l'éditeur, ça revient à du coup se priver en fait de la compétence humaine dans son organisation. Et comme je l'expliquais aussi dans mon propos, un métier, c'est pas juste une somme de tâches à accomplir. C'est bien plus que ça. C'est la valeur que la personne apporte dans son organisation. Et ça peut être des choses très différentes et qui généralement sont pas forcément facilement automatisables par l'IA. Donc du coup, si on fait le choix de se dire bon bah non, ok, je me sépare de la personne. Le moment où on va se dire « Ah mince, je pense que l'algorithme est en train de raconter des âneries », ce qui se produit quand même encore allez, dans 20 à 30% des cas, hein, c'est pas neutre, et que vous avez automatisé, puis que vous n'avez plus la ressource et l'expertise en interne, bah là, ça va commencer à devenir compliqué. Donc, pour nuancer mon propos, à court terme, effectivement, on va avoir une zone un peu de creux, et clairement des choix de remplacement massifs, mais qui, à mon sens, sont extrêmement dangereux. Et partout où je passe, j'explique un peu ces sujets-là. Mais à moyen terme et long terme, en fait, on va avoir plutôt des formes de rééquilibrage sur le sujet homme-machine et travailler avec des algorithmes. Mais si vous prenez l'évolutivité de l'IA de 6 mois, par exemple, vous êtes vous-même en plus bien capable de vous dire qu'elle va être de plus en plus intelligente et pertinente dans le futur. Bien sûr, mais ça va augmenter la capacité et la qualité de ce que je suis capable de sortir. Okay. Ça ne va pas me remplacer, enfin sincèrement. Mais par contre, ça nécessite, mais le point il est super intéressant, hein, ça nécessite d'avoir conscience de votre valeur individuelle. Et c'est super dur en fait, de se dire, bon alors finalement, là, moi où je suis, dans l'organisation dans laquelle je suis, ma spécificité ou mes spécificités sont ta. Et d'être très au clair et de cultiver ça en fait. Donc voilà, mais on reboucle hein, sur des enjeux d'accompagnement. Et il y a 1 milliard de personnes à accompagner. Enfin... Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais juste une question. Du coup, selon vous, c'est quoi les compétences qu'il faudrait apprendre pour éviter de se faire remplacer en IA ? Ah, le fameux sujet des compétences. J'ai un article pour mon blog en préparation là-dessus. Donc j'ai commencé un peu à cogiter, mais en fait, là, c'est très compliqué de répondre. Parce que tout ça est en train de bouger en plus en même temps qu'on se parle hein, quasiment. Néanmoins, je crois beaucoup à des compétences assez fondamentales. Donc je ne vais pas parler de compétences métiers, je vais plutôt monter d'un cran et vous parler cognition et fonctionnement de notre cerveau. Premier élément que je crois assez fondamental, et malheureusement en fait on n'entraîne pas suffisamment les jeunes générations là-dessus, c'est la curiosité. Soyez curieux de tout. Vous êtes passionné par un truc, mais soyez curieux à fond de votre truc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si vous travaillez avec une IA, vous allez devoir alimenter le contexte. Là, on n'a pas du tout abordé les histoires de prompt et de création de contexte,
Mais en fait, quand vous allez être passionné par votre sujet, vous allez connaître du vocabulaire technique, vous allez avoir vu, expérimenté tout un tas de trucs. Du coup, vous pourrez challenger en fait ces outils. Et la curiosité, du coup, devient un vrai moteur pour challenger un peu les machines. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième conseil, mais c'est pareil, ce n'est pas une compétence professionnelle au sens strict. Moi, je crois beaucoup aux démarches qu'on appelle de métacognition. Alors, pour utiliser le vocabulaire qu'on croise souvent, c'est esprit critique. L'esprit critique, j'aime pas parce que ça se décrète facilement. Hein. L'esprit critique, ah bah ouais, il faut faire preuve d'esprit critique. Et quand on aborde le sujet de, ok, mais comment on forme à l'esprit critique, bah, il n'y a plus personne. En fait, le sujet, c'est d'apprendre à chacun d'entre nous de réfléchir sur ses propres pratiques. Donc d'avoir une espèce de propre regard sur, bah, tiens, là, la manière dont je réfléchis, c'est pas mal. Là, je me suis fait influencer par le résultat de l'IA. Là, je me suis fait influencer par tel média. Là, je me suis laissé embarquer par mes émotions, etc. Plus vous allez être fort, en fait, sur ces aspects de métacognition, plus ça va vous permettre, justement, de prendre tout ce qu'il y a de bien, en fait, dans l'usage de ces technologies, tout en ayant des garde-fous, bah aussi de l'usage de cette technologie. Et le dernier conseil que je peux vous donner, il faut vraiment lutter contre le copier-coller sans la seconde d'intelligence humaine. Parce que, alors le copier-coller, hein, aujourd'hui, c'est un baromètre talent, je ne sais plus si c'est 2025 ou 2024, mais 48% des utilisateurs d'IA générative en France copie-collent sans se poser de questions. 48%, hein, c'est 1 sur 2. Bon, mais quand vous savez que le taux d'erreur moyen résiduel dans une génération, enfin, un contenu généré par IA, est allé entre 15% et 30%, si vous copiez-collez un truc qui a 15 ou 30% d'erreur, c'est problématique, surtout si ce machin-là est retraité après par la suite avec de nouveau un pourcentage d'erreur. Hein. Ça ne se somme pas, ça se multiplie. Donc votre risque d'erreur augmente en fait exponentiellement. Donc voilà, il faut prendre ce temps malgré tout de lire et d'exercer cet aspect métacognition. Avec plaisir. Merci beaucoup Alain, on est pris par le temps donc on va en finir là et ouais, super, j'allais vous inviter à applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, je suis dans les environs là. Ok, ça marche. Très intéressant, enrichissant. Merci Alain.